Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées. Nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées et nous passerons ensuite au focus thématique dédié cette semaine à l'Europe de la défense. Quelques jours après la publication du livre blanc de la Commission sur la défense européenne, nous accueillons aujourd'hui Alexandre Escorcia, chef du service Europe, Amérique du Nord et Action multilatérale au sein de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Il vous présentera les enjeux de cette feuille de route en matière de coopération et de financement européen. Il rappellera également les efforts français et européens déployés en matière de soutien à l'Ukraine. Et nous terminerons ce point presse avec le point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Avant de commencer ce point presse, nous avons une pensée pour les deux militaires, le caporal Rodolphe Charpentier et le première classe Mathis Esnault, décédé accidentellement le 17 mars dernier sur un passage ferroviaire près d'Arras. Un dernier hommage leur a été rendu ce 25 mars lors d'une cérémonie dans le régiment, le 41e régiment, de transmission par le chef d'état-major de l'armée de terre. Donc j'ai commencé les actualités et du côté de l'actualité du ministre des Armées, cette semaine, le ministre a rencontré plusieurs de ses homologues européens. Ce mardi, Sébastien Lecornu s'est entretenu avec le ministre de la Défense croate. Mercredi, le ministre a rencontré son homologue suédois. Et Sébastien Lecornu a également reçu le ministre de la Défense ukrainien, Rumstein Umerov, à l'hôtel de Brienne. Et en fin de journée, le ministre s'est rendu à l'Élysée pour assister aux réunions de travail avec le président Zelensky. Hier, le ministre a également assisté au sommet pour la paix et la sécurité pour l'Ukraine aux côtés du président de la République. Et aujourd'hui, le ministre participera à un déjeuner d'État entre le président de la République et le président libanais. Ensuite, Sébastien Lecornu se rendra dans l'usine de Thales à Pont-de-Mer, dans l'Eure. Pour rappel, cette usine produisait historiquement des cartes SIM. Et en janvier 2023, Thales a annoncé un investissement de 30 millions d'euros sur ce site pour sa production. Depuis janvier 2025, le site produit désormais des cartes électroniques intégrées qui entrent notamment dans la composition du Rafale. Mercredi, lors d'une journée dédiée à la fidélisation des personnels du ministère, le ministre des Armées a dressé un bilan des mesures adoptées un an après le lancement du plan Fidélisation 360. L'objectif est clair, améliorer les conditions de vie et de travail des militaires et des civils de la défense, ainsi que de leurs familles, pour renforcer l'attractivité des armées. Grâce aux mesures mises en place depuis un an, on constate une diminution du nombre de départs ainsi qu'un taux de recrutement qui reste très élevé. Des améliorations sont également à noter en matière de garde d'enfants grâce à l'ouverture de nouvelles structures et à l'augmentation du nombre de places en crèche. Pour l'année 2025, la priorité est accordée à la question du logement. Des discussions vont se poursuivre avec les différentes parties prenantes, notamment les collectivités territoriales. Elles permettront d'améliorer les conventions existantes et d'enrichir l'offre de logements disponible sur tout le territoire. Le plan Ambition Logement, lancé par le ministère en 2022, s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans cette démarche de fidélisation. Il commencera à porter ses fruits en 2025. À la fin de l'année, ce plan aura permis de construire et de rénover 2600 logements. Régulièrement, sur tout le territoire, des bâtiments neufs ou rénovés viennent élargir l'offre à destination du personnel militaire et civil. À titre d'exemple, hier, un lot de logements situé à proximité du centre historique de Belfort a été inauguré par la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement. Ces logements ont été entièrement rénovés avec des matériaux biosourcés et équipés d'une chaudière collective biomasse. Je continue les actualités avec la tenue d'un événement en faveur de la sensibilisation des cadres de l'État aux enjeux de défense. À partir du 6 avril, les élèves de la promotion Gisèle Halimi de l'Institut national du service public, ex-Sénat, effectueront une immersion dans les forces. Baptisée Souveraineté, Commandement, Cohésion, cette initiative a vu le jour lors de la réforme de la scolarité de l'INSP. Elle est mise en place pour la deuxième année consécutive et résulte d'un partenariat entre le ministère des Armées, le ministère de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification et l'Institut national du service public. Cette immersion de 3 semaines vise à sensibiliser les futurs hauts fonctionnaires aux questions relatives à la défense nationale et à la souveraineté.
Ils découvriront le fonctionnement et le quotidien des armées, tout en développant leur capacité d'adaptation et de prise de décision. Des séquences seront ouvertes à la presse et vous recevrez prochainement une note aux rédactions auxquelles vous pourrez vous inscrire. Je poursuis avec les sorties de 3 productions audiovisuelles du ministère des Armées. D'abord, un nouveau DevCast à quelques jours de l'ouverture du salon Sofins. Le commandant de la force maritime des fusiliers marins et commandos témoigne dans un nouveau podcast. Le contre-amiral Samuel Majou revient sur sa carrière opérationnelle, particulièrement dense, et il présente les évolutions de la conflictualité et rappelle l'importance de l'innovation dans le monde très discret des forces spéciales. Ensuite, à l'occasion de l'exercice DEFNET, présenté il y a quelques semaines au Point Presse, le ministère vous propose une mini-fiction mettant en scène une cyberattaque visant une opération militaire extérieure. Ce webtoon vous plonge au cœur des missions du commandement de la cyberdéfense. Je n'en dis pas plus et vous laisse regarder un court extrait. Je suis le lieutenant Olivier. Je suis cybercombattant. Ma mission ? Protéger les systèmes numériques des armées françaises. Tous les jours, des armées adverses et des hackers tentent de rentrer dans nos systèmes. Aujourd'hui, ils ont réussi à infiltrer les communications du commandement d'un théâtre d'opération où étaient mobilisées nos 3 armées. Dans quelques heures seulement, notre groupe d'intervention cyber sera sur la zone de guerre pour gérer la situation. C'est cette cyberattaque que je vais vous raconter. Enfin, la sortie du film de la Marine nationale intitulé Surface, réalisé par Eleonore Krempf de l'ECPAD et ancienne de la DICODE. Ce film de 52 minutes présente l'ensemble des missions de la Marine nationale, de l'action de l'État en mer jusqu'à la dissuasion. Et dans ce documentaire immersif, vous pouvez découvrir les moyens déployés par la Marine pour faire face aux menaces qui s'intensifient, notamment en mer Rouge et dans l'océan Atlantique. Et je propose également de visionner un extrait. Le porte-avions navigue en zone de menace. Drone de surface. Nous sommes au milieu de la mer Rouge, 50 nautiques des côtes, menace missile, menace drone de surface. Danger asymétrique, rouge, tire sur ordre. Reçu, rouge, tire sur ordre. Très clairement, ces dernières années, il y a eu un durcissement des rapports de force sur les mers, sur les océans, avec des actions très violentes qu'on ne connaissait pas depuis plusieurs dizaines d'années. Le sous-marin nucléaire d'attaque s'est tourné d'abord vers une seule mission, c'est le combat sous l'eau, en mer. 28 mètres, 27 mètres, 26 mètres. Un groupe aéronaval, il apporte la capacité à tenir un grand espace maritime avec ses avions. Moi j'envoie très facilement mes Rafales à 1000 km du porte-avions pour faire des missions. La lutte contre le narcotrafic, c'est une confrontation des volontés. On va accepter un niveau d'exposition de nos marins peut-être un petit peu supérieur à ce qu'on accepterait pour des missions plus classiques. Nous, l'avantage qu'on a, c'est les 20 dernières années d'expérience opérationnelle qui nous ont façonnés. La marine protège la France, les Français et leurs intérêts de la plage au grand large. Avec la multiplication, la simultanéité des crises, celui qui gagne, c'est celui qui s'adapte. Et vous pouvez retrouver le documentaire sur la page, sur la chaîne YouTube de la Marine nationale. Je vous signale également l'ouverture d'une exposition en lien avec la marine et son rôle pendant la Libération. L'exposition intitulée « Présente à la victoire, la marine française dans la Libération » aura lieu du 25 mars au 21 septembre sur le site de Rochefort du service historique de la Défense. Et elle s'inscrit dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire de la Libération. Cette exposition intègre des documents d'archives originaux et se concentre sur la libération du sud du littoral atlantique. Elle met en lumière le débarquement de l'île d'Oléron, opération navale méconnue. Je passe maintenant à une rencontre sportive qui perpétue la rivalité historique entre la France et l'Angleterre. Le 2 avril prochain, les équipes de rugby masculine et féminine de la Marine nationale et de la Royal Navy s'affronteront sur le terrain à l'occasion de leur rencontre annuelle.
Cette année, le Crunch se déroulera au stade de Portsmouth en Angleterre et vous pourrez retrouver les temps forts et les résultats en direct sur les réseaux sociaux du Rugby Club de la Marine nationale. Nous souhaitons bonne chance aux marins. Je passe maintenant au domaine capacitaire avec l'arrivée dans les forces des premiers véhicules sanitaires légers. Ce mercredi, la Direction générale de l'armement a réceptionné et livré aux forces les premiers véhicules sanitaires VLTP pour véhicules légers tactiques polyvalents. Ces ambulances sont destinées au transport et à la surveillance d'un blessé monitoré et accompagné d'une équipe médicale. Au total, 103 véhicules doivent être livrés dans le cadre de l'étape 2 du programme VLTP, l'étape 1 ayant déjà permis la livraison de 4 380 VT4. Ces véhicules ont été commandés en décembre 2023 auprès du constructeur automobile Ford dans le cadre, et puis modifiés par la PME française BSE dans le cadre de la force d'acquisition réactive. Cette acquisition illustre la démarche faire autrement appliquée par la DGA afin d'équiper toujours plus rapidement les forces sur la base d'un besoin opérationnel optimisé par les états-majors. Je passe maintenant à plusieurs activités en lien avec la préparation opérationnelle des forces. Pour commencer, du côté de l'armée de terre, du 14 au 18 avril, la 2e brigade blindée participera à l'exercice Dronex sur les camps de Mourmelon et Suippes. Dans un contexte de montée en puissance de la capacité drone de l'armée de terre, cet exercice permettra de confronter et comparer les compétences techniques des télépilotes de drones de la brigade. L'exercice comprendra des tirs sur et sous drone, parcours d'obstacles, reconnaissance de tranchées, courses d'orientation, renseignements sur les troupes au sol. Cet exercice revêt également une dimension interalliée avec la participation de détachements luxembourgeois et polonais. Un accueil média sera prévu le 16 avril et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher d'ores et déjà du CIRPATER. Toujours avec l'armée de terre, les 2 et 3 avril, le 1er régiment d'instruction et d'intervention dans la sécurité civile participera à un exercice de simulation d'une intervention sur un tremblement de terre dans le département du Cher. Cet entraînement permettra d'évaluer près de 80 sapeurs-sauveteurs français par une section de la brigade militaire de la sécurité civile espagnole. À l'issue de cet exercice, les sapeurs-sauveteurs français pourront renouveler leur certification INSARAG pour International Search and Rescue Advisory Group. Il s'agit d'un réseau mondial qui coordonne les opérations de recherche et de sauvetage en milieu urbain sous l'égide des Nations Unies. Ces certifications doivent être renouvelées tous les 5 ans. Grâce à son expertise et ses capacités de déploiement rapide, la brigade militaire de sécurité civile contribue activement aux opérations de secours à l'échelle mondiale. Le 1er régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile célèbre ses 50 ans cette année et il est structuré et entraîné pour répondre de façon permanente, polyvalente et autonome aux missions de gestion de crise, de secours et d'assistance aux populations sur les catastrophes naturelles et technologiques en France comme à l'étranger. Les médias intéressés pourront effectuer une immersion dans ces unités et je vous invite également à vous rapprocher du CIRPATER si cela vous intéresse. Du côté de la Marine nationale, depuis le 18 mars jusqu'à aujourd'hui, le Centre expert de plongée humaine et d'intervention sous la mer, le CEFISMER, réalise une plongée profonde à saturation à 200 mètres en caisson hyperbare. Pendant près de 10 jours, 3 plongeurs démineurs et une médecin militaire ont vécu dans l'enceinte du caisson sous la surveillance et le contrôle permanent des équipes du CEFISMER. L'ensemble de l'équipe a passé 56 heures à une équivalence de 200 mètres de profondeur avant d'entamer le protocole de désaturation pour rejoindre la surface ce jour. L'objectif de cette plongée est de tester de nouvelles procédures de plongée autonomes à saturation. Le retour d'expérience permettra de réaliser des plongées expérimentales encore plus profondes, jusqu'à 250 mètres, dans les années à venir. D'un point de vue opérationnel, cette plongée d'essai permet aux plongeurs démineurs de la marine d'étendre leur domaine d'emploi et de développer leur expertise pour intervenir longtemps à grande profondeur. Elle s'inscrit dans la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins. Je conclus avec la préparation opérationnelle avec l'armée de l'air et de l'espace, dont l'actualité est particulièrement dense aujourd'hui. Depuis début février, le Centre de formation à l'appui aérien, CFAA, organise l'exercice CASEX sur la base allemande de Baumholder dans le cadre du stage de qualification initiale des JTAC pour Joint Terminal Attack Controller. Le CFAA assure la formation de l'ensemble
des JTAC, spécialistes de l'appui aérien rapproché, des armées françaises et allemandes. Unique école pour les deux nations, le centre forme chaque année 75 JTAC. Ces spécialistes sont les yeux et les oreilles des équipages au sol. Ils jouent un rôle clé dans la coordination entre les manœuvres terrestres et aériennes. Après 3 semaines de formation académique, les 25 stagiaires de l'actuelle promotion participent à un exercice d'appui aérien rapproché dit CASEX dans le cadre de leur formation pratique. Du 24 mars au 4 avril, les équipages hélicoptères de l'escadron 367 Parisis de Villacoublay et de l'escadron 165 Alpille d'Orange participent à une campagne de tir d'entraînement RR sur la base aérienne 126 de Solenzara. Les tireurs d'élite s'entraîneront au tir sur des cibles tractées par un autre hélicoptère. Cet entraînement permet de poursuivre la montée en puissance de l'utilisation du stabilisateur de tir Strike, assurant une meilleure précision et donc un gain de munitions. Les compétences acquises par les équipages permettront notamment de renforcer leur expertise en matière de lutte anti-drone. À partir de lundi prochain et jusqu'au 11 avril, plusieurs unités de l'armée de l'air et de l'espace participeront à l'exercice interallié Ramstein Flag 2025 sur la base aérienne de Leeuwarden aux Pays-Bas. Cet exercice de niveau tactique est parrainé par le commandement aérien allié. Il vise à fournir aux nations participantes des possibilités d'entraînement de haut niveau, comprenant des ensembles de problèmes réalistes dans un environnement complexe. L'armée de l'air et de l'espace déploiera 5 Rafales, 2 A330 Phoenix ainsi qu'un AWACS. Les aviateurs français s'entraîneront aux côtés de leurs homologues allemands, américains, britanniques, canadiens, espagnols, finlandais, grecs, hollandais, italiens, roumains, suédois et turcs. L'objectif, renforcer l'interopérabilité des moyens de défense aérienne en vol et des moyens de défense aérienne et antimissiles de surface. Je termine avec l'exercice annuel IGNIOKOS, organisé par l'armée de l'air grecque, la Hellenic Air Force, du 31 mars au 13 avril. Un détachement français participera à cet exercice aux côtés d'autres nations telles que les Émirats arabes unis, l'Espagne, les États-Unis, l'Inde, l'Italie, la Pologne et le Qatar. Les scénarios s'appuient sur une situation géopolitique fictive et soutiennent des missions de type entrée en premier. L'objectif d'IGNIOKOS 25 est d'améliorer la connaissance mutuelle afin de préparer les armées de l'air participantes à des opérations multinationales en milieu contesté. La participation des aviateurs français illustre le renforcement de la coopération opérationnelle des forces armées françaises et grecques dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux nations. J'en ai fini avec le tour des actualités. Avez-vous des questions en lien avec ces actualités avant de commencer sur le focus thématique? Alors, pas de questions, nous allons tout de suite passer au focus thématique consacré à la défense européenne dans un contexte marqué par le retour de la guerre de haute intensité sur le sol européen. Renforcer l'Europe de la défense est plus que jamais d'actualité. La France défend cette ambition avec constance, convaincue que son développement effectif et sa crédibilité à long terme reposent sur 3 piliers. Une culture stratégique commune, une feuille de route partagée par l'ensemble des États membres et des moyens dédiés à la fois financiers et capacitaires. Dès 2017, lors de son discours à la Sorbonne, le président de la République a plaidé pour une Europe souveraine, dotée d'un budget de défense et d'une doctrine. Depuis, l'Union européenne a développé et adopté de nombreux instruments, tels que le Fonds européen de défense et la Facilité européenne de paix. L'évolution du contexte géopolitique marqué par la guerre en Ukraine a servi de catalyseur pour le renforcement de la défense européenne et du pilier européen au sein de l'OTAN. C'est précisément dans cette dynamique que s'inscrit le livre blanc sur la préparation à la défense européenne dévoilé le 19 mars. Ce document stratégique est une concrétisation de l'agenda de Versailles et fixe un cap pour 2030. Il propose des solutions innovantes pour construire une base industrielle et défense, une base industrielle de défense européenne robuste. Mais je n'en dis pas plus et je cède maintenant la parole à Alexandre Escorcia. Je vous en prie, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la déléguée, pour cette introduction et pour l'occasion qui m'est ici donnée de m'adresser à vous. Bonjour à toutes et à tous. C'est évidemment un sujet de grande actualité
que vous avez choisi d'évoquer aujourd'hui, et d'actualité, j'allais dire, brûlante. Mais vous nous invitez, et vous avez raison, à prendre un petit peu de recul. Et ça sera en réalité mon premier point. Les efforts en faveur de la capacité des Européens à faire davantage pour leur propre défense sont en réalité, vous avez parlé de constance, une constante de la politique européenne de la France, et ce depuis de longues années. Comme vous le savez, c'est en fait un agenda porté de longue date par notre pays. Sans remonter trop loin, vous vous souvenez que dans les années 1990, et suite au traité de Maastricht, avait été mise en place la politique européenne de sécurité et de défense, renommée depuis politique de sécurité et de défense commune, d'ailleurs sur la base d'un accord franco-britannique à l'époque, l'accord de Saint-Malo de 1998. Et à l'époque, il y avait une répartition des tâches, au fond, assez naturelle entre l'OTAN et l'Union européenne. À l'OTAN, la défense collective du continent européen et l'expéditionnaire lourd, du type Afghanistan, d'ailleurs relié historiquement à l'article 5, mais hors zone. Et à l'Union européenne, la gestion de crise dans le voisinage immédiat, avec des opérations d'ampleur, d'ambition et de niveau de danger plus limités. L'Union européenne, à l'époque, n'intervenant que très peu en appui direct des efforts de l'OTAN pour la défense collective. Ce qu'on a connu effectivement, et comme le disait Mme Pénichou, c'est une accélération de la priorité donnée à la capacité des Européens à renforcer leurs propres outils de défense. Vous avez parlé du discours de la Sorbonne, dite 1, parce qu'il y en a eu un après, mais en 2017, avec les concepts, vous avez évoqué aussi, d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne, concept très discuté à l'époque, mais qui était là pour ça également, mais qui depuis, on le voit, s'impose dans les faits, dans les débats, ont été d'ailleurs adoptés au niveau de l'Union européenne et, de fait, structure le débat. Il n'y a pas eu que des paroles, il y a eu aussi des actes. Et à partir de 2017, le développement, sous forte impulsion française, d'outils pour produire davantage en européen, avec bien sûr le Fonds européen de défense, doté de 8 milliards d'euros sur 7 ans, l'instrument dit ASAP, doté de 500 millions d'euros, d'autres instruments pour produire en commun, et l'instrument à venir dit EDIP, European Defence Industry Plan, qui devrait doter d'un montant de 1,5 milliard d'euros pour les perspectives financières actuelles, avec plus à venir avec un autre instrument. La lecture seule de ces chiffres, plus ce qui vient ensuite, j'y reviendrai, avec les propositions dans le cadre du livre blanc et du plan Rearm Europe, suffisent à démontrer le saut quantique. On parle de 800 milliards désormais, je vous ai lu des chiffres beaucoup moins élevés, suffisent à démontrer le saut quantique que connaît actuellement la défense européenne, et y compris la question du financement de la défense européenne. Et ce qui est important aussi, c'est de montrer qu'il s'agit de gérer le cycle, tout le cycle capacitaire de la recherche et développement, c'est ce à quoi s'attelle le Fonds européen de défense, à la production en commun entre Européens et aux acquisitions conjointes, et ensuite au déploiement des différentes capacités. Et je reviendrai sur les défis, mais c'est bien la philosophie qui anime ces différentes initiatives depuis 2016-2017, et en particulier depuis 2017. Il y a eu aussi, comme vous le savez, une adaptation des structures européennes, développement, montée en puissance de la compétence du Service européen d'action extérieure, initialement confiné plutôt à la gestion des crises dans la logique que je vous ai décrite des années 1990, et qui est davantage monté en compétence sur les questions de sécurité et de défense de manière générale au service des États membres, mais également, bien sûr, montée en puissance de la Commission avec la création de la Direction générale Défense, Industrie et Espace, la DG DEFIS, et la mise en place, dans cette période législative actuelle, du commissaire européen à la défense et à l'espace. Ceci accompagne en réalité un changement d'échelle, et là aussi, pour revenir aux paroles de nos autorités, le discours du président de la République au Parlement européen en janvier 2022, au moment où les troupes russes se massaient aux portes de l'Ukraine, et j'étais moi-même à l'époque
à l'OTAN, à Evere, et nous avons vécu ce renforcement extrêmement anxiogène, évidemment, sous présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et à ce moment-là, le président de la République au Parlement européen a prononcé un discours important où il a parlé, là encore, de souveraineté, mais aussi de nécessité de réarmement européen. Il a été l'un des premiers, en réalité, à ce niveau, à utiliser ce terme, qui, vous le voyez bien aujourd'hui, a été repris puisque le plan s'appelle justement Rearm Europe. Dans certains pays, il peut avoir des connotations plus ou moins positives, plus ou moins anxiogènes pour les opinions publiques, mais en réalité, il dit bien ce qu'il veut dire, et il nous paraît le terme vraiment pertinent, car il s'agit d'un réarmement non seulement capacitaire, non seulement industriel, il s'agit aussi d'un réarmement moral et intellectuel. Et en accompagnant ce changement d'échelle, nous avons ce qu'on appelle l'agenda de Versailles, là aussi sous présidence française du Conseil de l'Union européenne, les propositions dont je parlais tout à l'heure d'instruments pour l'industrie de défense, EDIP, la mobilisation également en soutien à l'Ukraine, puisque le sommet de Versailles, qui a adopté cet agenda, a immédiatement suivi le déclenchement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, la mobilisation d'instruments qui n'étaient pas faits pour ce pourquoi ils ont été mobilisés, donc avec un certain pragmatisme, une certaine réactivité au niveau européen, notamment la Facilité européenne de paix qui a été mobilisée pour du soutien létal à l'Ukraine, ce pourquoi elle n'était pas faite, donc en montrant une capacité, encore une fois, de mobilisation et de flexibilité, mais aussi des paquets successifs de sanctions qui sont d'une grande importance, et on le voit bien aujourd'hui, dans la capacité à entraver l'effort de guerre russe, la question des avoirs gelés et de l'utilisation des intérêts en particulier, mais aussi le renforcement d'outils de défense de la démocratie au niveau européen, et ce qui prend acte du fait que, en réalité, le champ de bataille est aussi informationnel, est aussi lié à nos valeurs et est aussi lié à cette question précisément du réarmement moral. Nous avons en réalité une prise de conscience au niveau européen du double choc symétrique auquel nous faisons face aujourd'hui, et c'est une prise de conscience qui est un peu similaire à ce qui a pu se faire jour pendant la pandémie de Covid-19, et nous avons donc en conséquence des propositions sur la table que la déléguée a rappelées et sur lesquelles je reviendrai, mais le message, c'est que l'Europe n'a pas attendu Trump 2, ni même Trump 1, pour faire mouvement. Alors aujourd'hui, nous sommes plus de 3 ans après l'invasion à large échelle de l'Ukraine, et nous vivons évidemment 2 évolutions majeures, et cette semaine a permis de bien mettre ça en valeur. La première, c'est que nous ne sommes pas en guerre, mais ce n'est plus tout à fait la même paix non plus. Nous assistons à une accentuation, un durcissement de la menace russe, d'une puissance agressive, révisionniste, qui cherche à nous attaquer dans ce que nous sommes en réalité, et dans nos valeurs également, et dans nos points de vulnérabilité. Deuxième évolution notable, bien sûr, c'est l'évolution de la solidarité, de la nature de la solidarité stratégique de notre allié américain. C'est une évolution qui n'est pas nouvelle. Il y a une continuité dans le fond, sinon sur la forme, mais avec aujourd'hui une inflexion dans la méthode et dans le ton. Toutefois, il est important de noter que les États-Unis sont nos alliés et nous sommes les alliés des États-Unis. Et qu'est-ce qu'un bon allié ? Un bon allié est un allié qui évite de poser des dilemmes stratégiques à ses alliés. C'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir avec les États-Unis la discussion de manière posée et raisonnée sur l'avenir du soutien américain, de la présence et de la posture américaine en Europe. Il faut le faire de manière ordonnée et concertée en utilisant les cadres prévus à cet effet, et notamment l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont je rappelle qu'elle n'est pas seulement le principal outil pour la défense collective et pour l'organisation de la défense du continent européen, mais qu'elle est aussi le forum privilégié pour les échanges, la concertation, l'action et la décision sur toute question liée à la sécurité euro-atlantique et transatlantique. Je ne fais là que réciter du langage agréé de l'OTAN, comme on dit, mais qui est en fait extrêmement pertinent aujourd'hui. Vous le voyez bien. Les canaux de dialogue, de communication avec les États-Unis, que ce soit à titre bilatéral ou au sein de l'OTAN, qui rassemble justement tous les alliés et les États-Unis d'Amérique, sont ouverts. Ils sont ouverts à très haut niveau, et vous le savez, le nombre de discussions, conversations téléphoniques entre le président de la République et Donald Trump est impressionnant. Ils sont ouverts au niveau ministériel également,
et ils sont ouverts à nos niveaux également avec nos homologues du Pentagone. Et nous avons des échanges, comme on dit en diplomatie, francs et confiants. Deuxième point, le renforcement de la défense européenne passe aujourd'hui par le renforcement des outils de défense nationaux et par la capacité à faire plus et mieux ensemble. Il s'agit d'un réarmement d'abord industriel et capacitaire, et nous avons parlé des propositions du Livre blanc. Le Livre blanc a pour grand mérite d'identifier des domaines capacitaires prioritaires sur lesquels les États européens doivent avancer de concert. Et ça tombe bien parce qu'ils sont, ces domaines, pour la plupart, également des domaines de grande dépendance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, aujourd'hui sur le continent européen, et pour la sécurité du continent européen. Ces domaines sont au nombre de 7. Nous avons la défense aérienne et antimissile, l'artillerie, y compris les frappes à longue portée, les munitions et les missiles, les drones et les systèmes contre-drones, la mobilité militaire, l'intelligence artificielle, le quantique, le cyber, nouvelles technologies, disons, et en dernier, les facilitateurs stratégiques, ce qu'on appelle les facilitateurs stratégiques, les enablers en bon français, et la protection des infrastructures critiques. Ce sont des domaines cruciaux. Ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils viennent d'une part des lacunes capacitaires identifiées à l'OTAN par le processus de planification de défense et à l'UE par les processus idoine, et encore une fois de cette analyse de où on en est né au niveau européen, de quoi a-t-on besoin pour mener des opérations de manière efficace, encore une fois dans le cadre de l'organisation de la défense collective du continent européen. Donc c'est une contribution directe de l'Union européenne à l'OTAN. Et ça, c'est aussi quelque chose de précieux et qui, je crois, est bien vu comme tel également à l'OTAN. Alors, pour faire mieux en européen, et le Livre blanc appelle les États membres à se mettre d'accord sur ces domaines capacitaires, vous doutez que les États membres avaient été consultés, mais de façon informelle au moment de l'établissement de ces différents domaines capacitaires. Donc, ils sortent pas de nulle part, 2, ils ne sont pas une surprise, et 3, ils correspondent à ce à quoi on s'attendait, et ce pourquoi on avait poussé. Mais évidemment, derrière, maintenant, il faut mettre en œuvre, et le Livre blanc contient un appel aux États membres à mettre en œuvre. Et pour mettre en œuvre ensemble, il faut investir davantage, investir mieux et investir dans l'avenir. Investir davantage, tous les budgets de défense européens maintenant sont en trajectoire haussière, comme on dit, et tous les Européens font cela, pas parce que tel ou tel acteur extérieur le demande, mais parce que c'est une nécessité pour notre défense, notre propre défense. Vous connaissez la trajectoire de la loi de programmation militaire, je n'y reviens pas, mais doublement du budget de défense entre 2017 et 2030. Nous avions anticipé ce mouvement. C'est très clair. Et le président de la République a dit hier qu'il y aurait lieu de revoir encore un certain nombre d'éléments au sein de cette trajectoire pour voir si on était complètement adapté, qu'en tout cas c'est quelque chose qui doit rester flexible. Tous les budgets de la défense sont à la hausse, mais investir davantage juste numériquement, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi investir mieux, il faut lutter contre la fragmentation capacitaire européenne. Vous connaissez les chiffres comme moi, 12 modèles de chars, 20 types différents d'avions de chasse. Et être capable de produire davantage en européen pour investir davantage en européen, c'est faire baisser ce ratio aujourd'hui de 78% des capacités qui sont acquises hors de l'Union européenne par les États européens. Et puis investir dans l'avenir, et c'est pour ça qu'un certain nombre des domaines du Livre blanc sont directement liés à cette question des technologies d'avenir, c'est ne pas rater les virages technologiques, et c'est ne pas accentuer le découplage, ou chercher en tout cas à contenir le découplage possible, toujours possible, entre une machine technologique américaine extrêmement performante et nos propres systèmes de défense, car il importe, et c'est un point essentiel que nous portons également dans l'agenda bilatéral franco-américain, il importe de rester interopérable avec nos alliés américains, et y compris alors qu'eux investissent, eux avancent, et nous devons avancer également. Pour cela, nous partons aussi d'exemples capacitaires et de besoins capacitaires et opérationnels concrets pour former des coalitions d'États capables d'avancer ensemble. C'est un peu ce qu'on appelle le modèle ELSA. ELSA, c'est cette initiative sur les frappes à longue portée, avec une approche légère sur le plan institutionnel, mais pouvant s'appuyer sur l'Union européenne, et notamment soit sur des projets de la coopération structurée permanente ou sur divers incitatifs financiers. On pourra y revenir.
Troisième point, tout ceci est évidemment en cohérence aussi avec notre priorité ukrainienne. Vous avez vu la séquence de cette semaine et le président de la République l'a très clairement dit, je le cite, « Ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui et dans les semaines à venir est la sécurité des Européens dans la durée ». Une coalition d'action pour une paix solide et durable s'est tenue cette semaine à Paris avec plus de 30 pays, mais également les institutions de l'Union européenne et de l'OTAN, avec pour objectif clé de gagner la paix et gagner une paix solide et durable. Et la première chose qu'a démontré cette réunion, n'en déplaise à certains, c'est que les Européens sont unis. Cette réunion a permis de, et le président de la République l'a très clairement dit dans la conférence de presse à l'issue, saluer l'effort de paix américain. Nous nous inscrivons dans l'effort de paix américain et nous nous inscrivons dans la logique de paix par la force, c'est très clair. Nous restons en étroit contact avec les États-Unis d'Amérique pour la suite. Et, le président de la République l'a dit, nous devons continuer à contrer les contre-vérités russes. Par exemple, sur la mer Noire, sur les produits agricoles. Le président a donné cet exemple. Percer à jour la tactique russe, exposer, et c'est le mérite aussi des propositions américaines et de l'approche américaine, exposer le double jeu russe. La Russie fait mine de vouloir la paix tout en poursuivant la guerre. Alors, pour avancer, le président de la République a identifié 4 éléments clés. D'abord, le soutien à court terme à l'armée ukrainienne pour préparer la paix et renforcer la main de l'Ukraine dans les négociations, d'où l'annonce de 2 milliards supplémentaires d'aide militaire bilatérale à l'Ukraine. Deuxièmement, la question du cessez-le-feu, qui doit être dans les airs, en mer et sur les infrastructures civiles, qui actuellement n'est pas matérialisé, comme vous le savez. Il y aura là, je paraphrase le président, 2 sujets, surveiller le respect du cessez-le-feu à court terme une fois qu'il sera établi et mettre en place des mécanismes de plus long terme une fois la paix signée. Et ça, c'est en réalité une responsabilité collective de la communauté internationale. Et puis, il y a une responsabilité proprement européenne. C'est la question des garanties de sécurité pour s'assurer que l'Ukraine ne subit pas de nouvelles agressions de la part de la Russie. Il y a 3 axes de travail qui sont évidemment complémentaires. Le premier, c'est une armée ukrainienne forte et bien équipée, car c'est la première garantie de sécurité, c'est ce que rappellent nos autorités, c'est ce que dit le ministre de longue date. Et c'est un point sur lequel tout le monde est d'accord. Il y a unanimité là-dessus. J'étais moi-même d'ailleurs en même temps à une réunion en Allemagne de haut niveau sur l'Ukraine, où nous sommes arrivés au même moment, aux mêmes conclusions. Donc il y a accord absolu de tout le monde là-dessus. Une armée ukrainienne forte et bien équipée est la première garantie de sécurité. Et évidemment, quand on dit ça, et quand on dit qu'il y a unanimité autour de la table des Européens pour cela, ce n'est pas anodin au vu du fait que l'une des premières et constantes demandes de la Russie, et d'ailleurs depuis avant 2021, j'étais à l'OTAN, on a reçu les projets de soi-disant traité de la Russie, c'est une démilitarisation de l'Ukraine. C'est que l'armée ukrainienne ne soit ni forte, ni bien équipée, ni capable de se défendre, évidemment. Donc c'est quand même quelque chose de fort de dire ça et de mettre derrière des moyens et des propositions concrètes. C'est une question de format, quelle est la taille, nombre de soldats, quelle armée de terre, quelle marine, quelle armée de l'air. C'est une question de capacité nécessaire dans la durée et c'est une question d'interopérabilité qui est au fond un sujet de soutenabilité. Tout ça se planifie, y compris pour donner de la visibilité à l'Ukraine et pour se donner de la visibilité à nous-mêmes. Et puis, comme on dit dans ce ministère, pour envoyer un signal stratégique, pour montrer à la Russie que nous n'accepterons pas une démilitarisation de l'Ukraine et que nous agissons concrètement pour éviter ce scénario. Le deuxième élément souligné par le président de la République, ce sont bien les forces de réassurance pour le jour d'après. Il a bien souligné qu'il s'agissait d'un sujet de plus long terme. Il a également marqué qu'il ne s'agissait pas de force au contact, qu'il ne s'agirait pas d'interposition, ni d'observation du cessez-le-feu, qu'on ne parle pas d'une opération de maintien de la paix européenne et on ne parle pas de se substituer aux forces armées ukrainiennes. Ce dont on parle, ce sont des forces de soutien, de réassurance et de dissuasion. Dissuasion au sens large, otanien. Les travaux militaires, à cet égard, ont déjà commencé, comme vous le savez, et se poursuivent sous leadership franco-britannique. Et je crois qu'on peut saluer ce leadership franco-britannique qui, en quelque sorte, fait miroir à l'accord que nous avions pu avoir lorsque le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne à la fin des années 1990, qui avait débloqué la politique de défense. Ces efforts
ne réduisent pas notre capacité à protéger l'OTAN, et notamment la posture sur le flanc Est, mais au contraire, ils contribuent à la défense de l'avant de l'Alliance, comme le font d'ailleurs en réalité les forces armées ukrainiennes depuis plus de 3 ans. Et vous voyez bien qu'il y a là une cohérence entre notre position politique sur l'avenir de l'Ukraine dans l'OTAN et la contribution que nous devons reconnaître, qui est là, que les forces armées ukrainiennes apportent en réalité à notre sécurité. Troisième élément, c'est notre propre défense, et c'est un peu ce dont je parlais plus haut. Le président a repris la nécessité d'accroître nos capacités, d'investir. Également, l'importance de l'intégration de la base industrielle technologique de défense ukrainienne dans l'industrie européenne, dans la base industrielle européenne. C'est ce que proposent les institutions européennes, c'est ce que nous saluons, et c'est ce qui permettra dans la durée, justement, ces partenariats industriels, y compris des coproductions sur place, qui sont aussi un signal, et une interopérabilité accrue. Et enfin, le président de la République a souligné les exigences que nous devons avoir. Il a dit exactement les demandes et exigences que nous devons avoir vis-à-vis de la Russie en ce qui concerne la future architecture de sécurité européenne. Et là aussi, ce sont des demandes et exigences proprement européennes parce que nous vivons sur ce continent. Nous devons organiser ensemble la sécurité du continent européen à long terme et en parlant, mais de manière exigeante, en tenant ce dialogue exigeant avec la Russie. Voilà ce que je voulais, de manière un peu rapide, souligner, car il s'agit encore une fois d'efforts de long terme, mais qui s'inscrivent dans une actualité brûlante et, à juste titre, qui suscite l'intérêt des opinions publiques. Nous devons avoir cette adhésion des opinions publiques. Nous sommes, contrairement à d'autres, une union de démocratie. Et donc le consentement de l'opinion publique à la défense, le consentement à la défense, c'est quelque chose de très important. Et comme vous y contribuez, je suis ravi d'avoir l'occasion de m'adresser à vous en ce sens. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons des questions. Oui, bonjour monsieur Aude Leroy. Je suis journaliste et cofondatrice d'un nouveau média qui s'appelle Aquarius. Déjà, d'où sont prélevés les 2 milliards annoncés par le président pour l'aide à l'Ukraine? Sur quel budget? Et j'ai une autre question, mais je ne veux pas trop mélanger pour vous laisser répondre. Je vous remercie pour cette question. Je ne peux pas dire que je ne m'y attendais pas. Nous avons eu cette semaine une séquence dense, comme je le disais, avec une visite bilatérale du président Zelensky à Paris, reçue par le président de la République, puis cette réunion de la coalition d'action pour une paix solide et durable. Et à cette occasion, à cette double occasion, le président de la République a fait l'annonce que vous évoquez et il a également pu préciser qu'il s'agissait d'un effort pleinement soutenable. Grâce à la loi de programmation militaire, premièrement, dont j'ai rappelé la trajectoire, on se réarme, la France se réarme. Les armées voient arriver des nouveaux matériels. Ces nouveaux matériels créent des marges de manœuvre pour des cessions à l'Ukraine. Et précisément parce que nous avons anticipé, nous avons cette possibilité de céder certains matériels en bonnes conditions opérationnelles, mais qui seront remplacés pour les armées françaises, pour nous, par des matériels neufs et renouvelés. Le deuxième point, c'est la mobilisation de l'industrie de défense. Vous connaissez cela. Plus de capacité de production, c'est plus de capacité d'offrir des capacités à l'Ukraine. Et bien sûr, il faut inscrire ça dans la durée. C'est tout le sens des efforts au niveau européen pour que ces capacités de production soient pérennisées et consolidées entre Européens. Le troisième point, le président l'a rappelé, c'est utiliser au mieux les mécanismes existants, et notamment les mécanismes liés aux avoirs russes gelés. Le président de la République a pu constater l'annonce par la présidente de la Commission européenne de l'accélération du décaissement des prêts décidés en G7. Voilà. Mais je ne comprends pas bien, les 2 milliards, ils sont prélevés sur tout ça? De quel budget, d'où ça sort ces 2 milliards? Donc, c'est les différents sujets que j'ai évoqués, concourent à cet effort pour une répartition plus détaillée qui sort largement du champ de compétences de la DGRIS. Je vous renverrai au ministère de l'Économie et des Finances et, le cas échéant, à l'état-major des armées. Mais voici ce que le président de la République a précisé, en tout cas, et qui forme notre boussole pour les semaines et les mois à venir. Deuxième question, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la déclinaison concrète
de l'accord des pays européens pour réduire la fragmentation. Sous quel format? Comment ça se passe? Y a-t-il un délai? Merci. Alors, comme je le disais dans mon propos liminaire, le livre blanc européen nous invite les États membres, et c'est bien normal, à, en quelque sorte, reprendre la main maintenant, et à partir des domaines évoqués, à identifier des manières d'avancer ensemble. Évidemment, il s'agit d'avancer ensemble tout en ayant à l'esprit ces objectifs de réduire la fragmentation et d'accroître la capacité des Européens à produire ensemble. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler dans les semaines à venir. La semaine prochaine se tient une réunion informelle des ministres de la Défense sous présidence polonaise à Varsovie, qui sera une échéance importante. Ce sera suivi d'ailleurs d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, parce que nous voyons notre stratégie dans toutes les organisations. Et ensuite, dans la marche vers le sommet de La Haye, qui sera quand même une échéance importante côté OTAN, dans laquelle il sera attendu que les Européens aient des choses à dire et des choses à montrer concrètes, non seulement en matière de dépenses de défense, mais en matière de consolidation industrielle européenne et en matière d'aide à l'Ukraine. Ce sont les 3 priorités qui ont été soulignées côté OTAN pour ce sommet de La Haye. Ça donne une butée et une échéance. Et évidemment, le Conseil européen, côté bruxellois, centre-ville, comme on dit, reste saisi de la question et continue à donner des impulsions importantes d'ailleurs, vous voyez bien. Et c'est après, ce processus va s'enclencher. Il y a des sujets de court terme, de plus moyen terme et de long terme auxquels on se prépare déjà, mais on a une feuille de route et elle va se décliner dès les semaines à venir. Bonjour, Laura Kelly, Politico. Vous disiez qu'il est nécessaire d'avoir avec les États-Unis une discussion posée et raisonnée sur l'avenir de leur posture. Est-ce que cette discussion a déjà commencé? Dans quel cadre? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Et qui participe? Merci. Vous comprendrez que je n'entre pas dans des détails opérationnels et de planification, mais à la dernière ministérielle défense de l'OTAN, un certain nombre d'alliés, et nous l'avons soutenu, ont marqué la nécessité d'avoir cette discussion, prenant acte du fait qu'une reconfiguration du dispositif américain était probablement à venir, cette reconfiguration dont nous ne connaissons pas les contours exacts, mais qui s'inscrit là encore, ce que je disais tout à l'heure, dans un mouvement de fond qui a été poursuivi avec constance par toutes les administrations. Donc je ne rentrerai pas dans le détail des forces concernées, de ce qui peut être mis sur la table, mais je pense qu'en termes de méthode, c'est de bonnes méthodes d'utiliser l'Alliance Atlantique comme lieu de concertation transatlantique. En fait, elle est là pour ça. Et d'éventuels autres formats. Entre Européens aussi, essayer d'avoir des lignes. C'est une partie des choses qu'on discute dans le format dit E5, des 5 grands Européens que le ministre a réunis il y a quelques jours à Paris également. Format informel, mais qui permet de la concertation, qui permet de mettre les sujets sur la table, d'ailleurs dans une atmosphère, j'y étais, de très grande franchise pour le coup, très grande ouverture. Et d'avoir effectivement tous les canaux ouverts avec nos alliés américains pour avoir cette discussion. Et je suis plutôt confiant sur le fait qu'on peut avoir cette discussion et qu'elle peut se structurer, encore une fois, dans les cadres existants et dans notre intérêt, mais aussi dans l'intérêt des États-Unis, parce de manière évidente. Bonjour, Éric Biégala, Radio France. Vous avez mentionné tout à l'heure de possibles exigences européennes vis-à-vis de la Russie dans le cadre de la construction, de la reconstruction d'une architecture sécuritaire pour l'Europe. Est-ce que vous avez quelques précisions à nous communiquer sur quelles pourraient être ces exigences vis-à-vis de la Russie? S'agit-il de remettre en œuvre des traités de désarmement, y compris nucléaire, par exemple? Quelles pourraient être les exigences européennes? Merci pour cette question. Vous avez, comme moi, lu, j'imagine, et assimilé, sinon appris par cœur, le discours du président de la République d'hier, dont j'ai tiré cette citation. Donc ce sont les propos très clairs du président de la République. Et en réalité, il renvoie à une nécessité qui n'est que plus brûlante dans le contexte de l'invasion à large échelle de l'Ukraine, de retrouver des cadres et des possibilités de discussion
Vous vous souvenez, j'y ai fait allusion tout à l'heure, que la Russie avait de son côté, au moment où elle renforçait sa présence militaire autour de l'Ukraine en préparation à l'invasion à large échelle, présenté des projets de traité. Elle en avait présenté deux, un en direction de l'OTAN, soi-disant traité Russie-OTAN, et un en direction des États-Unis d'Amérique, traité russo-américain. Elle avait rendu public ses propositions dès l'époque, ce qui est une tactique de négociation comme une autre, mais bon, voilà. Et donc on peut voir ce qu'il y a dedans, et on peut en déduire ce qui pourrait être nos propres demandes. Ce qu'on peut constater, parce que c'est un fait depuis, c'est que l'invasion à large échelle de l'Ukraine par la Russie, c'est pour la Russie une série d'échecs stratégiques majeurs. La Russie souhaitait, et je vous renvoie encore une fois à ses projets de traité, moins de posture, moins de présence de l'OTAN sur le flanc Est, elle en a eu plus. La Russie souhaitait, et du fait de ses actions, la Russie souhaitait une alliance moins élargie. L'alliance a gagné 2 nouveaux membres, la Finlande et la Suède. Des États qui ont souverainement décidé de mettre fin à des décennies, voire des siècles de politique de neutralité pour rejoindre une alliance militaire. Personne ne les y a forcés, sinon l'action de la Russie. Et la Russie souhaitait une relation, disons, pour le dire diplomatiquement, le plus distendue possible entre l'OTAN et l'Ukraine. L'OTAN et l'Ukraine n'ont jamais été aussi proches. Prenons acte de tout cela et de la nécessité de se protéger entre Européens, mais aussi de la nécessité d'avoir une discussion sur quels sont les éléments d'architecture au niveau européen. Je pense que le président de la République a constaté qu'il y avait besoin de poser certaines choses sur la table. Vous avez évoqué certains sujets, mais c'est encore très, bien sûr, une question très exploratoire. Sinon, à ce stade, évidemment, il y a des priorités très grandes de plus court terme. Mais c'est un sujet qui est important de poser et de garder sur la table, et y compris d'ailleurs, et je pense que c'est pour ça que ça a été dit publiquement, en termes de signalement vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de nos opinions publiques. Merci beaucoup. Avons-nous éventuellement une question en audio? Non, pas de question en audio. S'il n'y a plus de questions, on va passer au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup d'être venu ici pour intervenir sur la défense européenne. Merci Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer ce tour d'horizon traditionnellement avec l'Europe où du nord au sud, les armées françaises contribuent activement aux missions de réassurance de l'OTAN avec des moyens adaptés et réactifs. On commence avec l'Estonie où du 15 au 20 mars, les soldats français du bataillon multinational de l'OTAN sous commandement britannique ont participé à l'exercice interallié de combat en zone urbaine War Horse Coral. Cet entraînement s'est déroulé aux côtés de soldats canadiens, italiens et suédois du bataillon multinational de l'OTAN en Lettonie. Ces échanges entre bataillons renforcent la cohésion du dispositif de défense du flanc Est de l'Europe. En parallèle, et toujours en Estonie, du 21 au 23 mars, les soldats de la compagnie d'infanterie légère, la Kiel, ont poursuivi leur partenariat avec les soldats de l'Estonian Defense League, l'EDL. Ils ont ainsi pu s'exercer ensemble au combat de tranchées et au tir de combat, renforçant ainsi leur expertise commune dans ce domaine. Ces échanges soulignent la qualité du partenariat bilatéral privilégié qui unit les forces armées estoniennes et françaises, contribuant ainsi à la sécurité collective. En Lituanie maintenant, la mission de surveillance de l'espace aérien des États baltes, Enhanced Air Policing, depuis la base aérienne de Šiauliai, arrive à son terme. Depuis leur déploiement en novembre 2024, les 4 rafales de l'armée d'air et de l'espace ont effectué 8 interceptions d'aéronefs russes qui ne se conformaient pas aux réglementations aériennes internationales. Le 31 mars, les éléments français déployés seront relevés sur position par les F-16 des forces armées roumaines. En Roumanie maintenant, le bataillon multinational de l'OTAN
sous commandement français, maintient son haut niveau de préparation opérationnelle. Cette semaine, sur le camp d'entraînement de Smardan, les unités mécanisées et les appuis-feux du bataillon ont réalisé des manœuvres à tir réel. Il s'agissait de séquences combinées de tirs avec des chars Leclerc et des lance-roquettes unitaires français en appui des véhicules Piranha espagnols. Ces exercices riches en enseignements renforcent la réactivité du bataillon. Toujours en Roumanie, un AWACS E3F participe à la mission de surveillance aérienne Air Shielding de l'OTAN. Et donc le 27 mars, cet E3F a pris part à un exercice d'incursion dans lequel il a effectué du contrôle tactique au profit de F-16 grecs et espagnols. Cet exercice témoigne du haut niveau de préparation opérationnelle pour faire face à une attaque aérienne aux frontières de l'OTAN. On passe à l'Atlantique Nord, où les bâtiments de la Marine nationale déployés dans la zone contribuent à la surveillance des approches maritimes de l'OTAN. En mer Baltique, tout d'abord, l'OTAN poursuit l'activité Enhanced Vigilance Activity Baltic Sentry, dont l'objectif est de dissuader les menaces pesant sur les infrastructures sous-marines et stratégiques. Les armées françaises engagent au sein de cette opération un avion de patrouille maritime Atlantique 2 et le patrouilleur de haute mer, enseigne de vaisseau Jacouvet, qui sont insérés au sein du Task Group maritime permanent de l'OTAN. Le 19 mars, l'Atlantique 2, je vous le rappelle, a fait l'objet d'une tentative d'intimidation par les forces russes lors d'un vol de surveillance dans les eaux internationales, par la désignation d'un radar de tir russe. Le 25 mars, l'enseigne de vaisseau Jacouvet a été survolée par 2 Sukhoi 24 russes qui étaient escortés par des Eurofighter 2000 italiens qui participaient à la mission EAP à Siolai aux côtés des Rafales français. Ces actes n'ont pas entravé leurs missions respectives qui se sont poursuivies conformément aux objectifs fixés. Les forces de l'OTAN font preuve de professionnalisme et face à des provocations agissent toujours de manière à pouvoir permettre la désescalade. On passe à la Méditerranée où le patrouilleur de haute mer, commandant Biro, s'est détaché du groupe maritime permanent de l'OTAN et il patrouille actuellement au large de l'Espagne. Parallèlement, en Méditerranée occidentale, le chasseur de mines tripartite Capricorne contribue par sa présence à la défense des approches maritimes de l'Europe. Après une escale à La Valette, le Capricorne patrouille maintenant en direction de la Corse. Toujours en Europe, les formations au profit des forces armées ukrainiennes se poursuivent, répondant aux besoins exprimés par le partenaire. Elles témoignent du soutien résolu de la France dans son appui militaire à l'Ukraine. Ainsi, en France, dans le cadre de la mission européenne EUMAM, le détachement français poursuit la formation initiale de fantassins et de sapeurs ukrainiens. En Pologne, toujours dans le cadre de EUMAM, le 24 mars a commencé une nouvelle session de formation de chefs de groupe ukrainiens. Ce sont les éléments clés de la chaîne de transmission des ordres de commandement du niveau tactique. Ce sont plus de 70 000 militaires ukrainiens qui ont déjà été formés par les partenaires de EUMAM, contribuant ainsi à la sécurité du territoire européen. Méditerranée orientale, maintenant, une frégate est toujours déployée au plus proche de la côte libanaise pour contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans la région. On passe à la mer Rouge, où une frégate française est déployée dans le cadre de l'opération européenne Aspides. Elle accompagne et protège les navires de commerce qui sont en transit du canal de Suez à Ormuz, afin de garantir la liberté de navigation dans cette région. On passe maintenant au Liban, où la Force Commander Reserve de la FINUL poursuit les patrouilles dans toute la zone d'opération. Du 17 au 20 mars, la FCR a conduit l'opération Pelvoux 1 en coopération avec les bataillons italiens, ghanéens et malaisiens, ainsi que les forces armées libanaises dans une zone sensible marquée par la présence d'engins explosifs improvisés et de munitions non explosées. Plus de 350 militaires de la FCR ont été déployés avec une centaine de véhicules, dont 20 véhicules de l'avant blindés, 24 véhicules blindés légers et 14 véhicules blindés finlandais. Ceci pour mener des missions de reconnaissance au plus près de la Blue Line et des positions israéliennes. Cette opération a permis de découvrir et de détruire un nombre considérable d'armes et d'explosifs, ainsi que de saisir des canons d'artillerie et des lance-roquettes. Déterminée à faire appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la FINUL appuie quotidiennement l'action des forces armées libanaises dans le sud du pays afin de favoriser le retour des populations. On passe maintenant à l'Afrique,
coup du 3 au 24 mars, dans le cadre du partenariat entre les forces armées gabonaises et les forces armées françaises, un sous-groupement tactique franco-gabonais a été déployé à Mandilou et Mouila, à l'ouest du pays. Au cours de ce déploiement, les instructeurs français ont participé à la formation de stagiaires, officiers et sous-officiers gabonais sur les techniques de combat en jungle, de combat du génie, de l'artillerie et du secourisme au combat. La formation s'est clôturée par l'exercice conjoint Mbamba. 4 sections gabonaises et françaises, encadrées par des instructeurs gabonais, se sont entraînées au démantèlement d'un site d'orpaillage illégal dans une zone jungle. Cet exercice a été propice à un partage de savoir-faire. Les instructeurs français aguerris en Guyane par l'opération Harpie ont pu approfondir leur connaissance du combat en jungle auprès d'experts gabonais. Dans le golfe de Guinée, maintenant, le patrouilleur de haute mer, commandant du coin, a rejoint cette semaine la zone d'opération Corimbe, dédiée à la lutte contre les activités illicites dans le golfe de Guinée. Après une escale technique à Dakar, le commandant du coin a patrouillé au large du Sénégal et de la Guinée-Bissau, documentant l'activité de pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Le commandant du coin poursuit actuellement sa mission en direction de la République de Côte d'Ivoire. La participation successive de la mission Jeanne d'Arc 25, puis du PHM commandant du coin à l'opération Corimbe, incarne l'engagement des forces armées françaises dans le golfe de Guinée. Elles y assurent une présence dans cette zone afin de contribuer à la sécurisation des voies maritimes. Partenaire de longue date des marines des États riverains du golfe de Guinée, la France partage son expertise dans le domaine de la lutte contre l'insécurité maritime. On passe maintenant à l'Indo-Pacifique. Cette semaine a pris fin l'exercice bilatéral franco-indien Varuna. C'est le reflet d'une coopération bilatérale de plus haut niveau entre les forces armées françaises et indiennes. Cet exercice a réuni 2 porte-avions et des moyens du haut du spectre autour d'opérations multiluttes. Il démontre la capacité des 2 nations à agir ensemble au profit d'un espace indo-pacifique libre, ouvert et stable. On passe maintenant à Mayotte, où, sous l'autorité du ministère des Outre-mer, le bataillon de reconstruction a achevé les chantiers de déblaiement et de sécurisation dans les localités de Mtsangaouda, de Tsingoni, ainsi qu'à la réhabilitation des infrastructures sportives dans les localités de Bandraboua et d'Akoua, au profit de la jeunesse mahoraise. Actuellement, les chantiers se poursuivent à la demande de la préfecture à la mairie de Bandraboua. Ces actions contribueront au rétablissement progressif du service administratif, tout en réduisant les risques d'inondation. On passe maintenant à la zone Nouvelle-Calédonie, et en particulier aux îles Fidji, du 17 au 28 mars, où un détachement d'instruction opérationnelle des forces armées en Nouvelle-Calédonie a réalisé une instruction de combat en zone urbaine. Les militaires français ont pu entraîner leurs partenaires fidjiens au combat urbain ainsi qu'aux techniques de combat rapprochées. Nation résidente de l'Indo-Pacifique, la France est engagée aux côtés de ses partenaires et contribue par ce type de formation à la sécurité régionale. On passe maintenant à la zone Antilles-Guyane. Les forces armées françaises dans la zone Amérique latine et Antilles s'appuient sur des partenariats de premier plan afin de garantir la stabilité régionale et le respect des normes internationales. Aux côtés des forces armées brésiliennes, la France mène une lutte active contre les trafics illicites, orpaillage, pêche illégale, narcotrafic, etc., au travers d'opérations et d'exercices conjoints. Après sa traversée de l'Atlantique, le groupe Jeanne d'Arc est arrivé à Fortaleza, au Brésil. Partenaires de longue date, les armées françaises et brésiliennes mènent une centaine d'opérations conjointes par an, en particulier dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal, une participation conjointe à l'opération Harpie, ainsi qu'à la pêche illégale et non réglementée. Ainsi, le 22 mars, le groupement tactique embarqué a réalisé un échange d'expériences et de savoir-faire dans le domaine du combat amphibie sur la plage de Mansa avec les Marines brésiliens. Les unités embarquées de la mission Jeanne d'Arc 25 viennent ainsi prolonger le partenariat tissé par les forces armées aux Antilles et les forces armées en Guyane qui sont présentes dans la région. En parallèle, les forces armées en Guyane ont conclu l'opération bilatérale franco-brésilienne de lutte contre l'orpaillage illégal Jararaca. Fruit d'une collaboration étroite entre les 2 forces armées, cette opération vise à empêcher l'implantation d'orpailleurs illégaux dans la zone frontalière.
Nation souveraine en Amérique latine, la France œuvre au profit de la stabilité régionale et du respect des normes internationales aux côtés de ses partenaires régionaux. Enfin, aux Antilles, du 14 mars au 5 avril, dans le cadre de la mission DUNAS 25, les militaires du 33e régiment d'infanterie de marine sont déployés en République dominicaine. Cette mission contribue à renforcer les liens de coopération entre les forces armées aux Antilles et l'armée dominicaine à travers des entraînements au combat nautique et débarqué et des entraînements au tir. Cette coopération favorise les échanges de savoir-faire opérationnels sous la conduite d'instructeurs français et dominicains. Eh bien, merci beaucoup, colonel, pour cette présentation très dynamique et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Avant de partir, je vous signale que le livret présentant la vision stratégique du chef d'état-major de l'armée de l'air est disponible à la sortie de cette salle. N'hésitez pas à vous servir. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et la semaine prochaine, le point presse sera tenu par le général Cluzel.